On a raflé tous les grands prix qualité que vous pouvez imaginer, sans service qualité. Puis plus le changement, on l'initie, on l'accompagne, mais on ne fixe pas le but. Hein, c'est le changement qui vous amène là où vous devez arriver. Ce que j'ai fait, c'est au gré des circonstances. Les ouvriers nous payent pour décider. Eux, ils croient qu'ils nous payent pour prévoir l'avenir. On ne peut pas prévoir l'avenir. On va faire une réunion, hein, faites-moi un rapport. Hein. Les patrons ont peur d'agir. Tout le monde a peur d'agir. Le management, c'est l'action. Le management, c'est pas la parlotte. Jean-François Zobrist a réussi un tour de force. Favi, l'entreprise qu'il a dirigée, l'entreprise qu'il a transformée en entreprise libérée, a eu des résultats records. Leader mondial, un cash flow qui crève le plafond et des employés épanouis. On a eu la chance d'enregistrer un échange avec Jean-François Zobrist où justement on l'interroge sur tous ces sujets et vous allez le voir, toute la multitude de sujets que nous avons pu aborder avec lui mérite largement que vous regardiez les 40 minutes de cette vidéo. Alors reste bien jusqu'au bout pour ne rien rater. Et si tu ne connais pas encore Scrum Life c'est la première chaîne YouTube sur l'état d'esprit agile. Nous parlons d'agilité, nous parlons de Scrum, nous parlons de Lean. Pas mal de sujets qui sont vraiment en lien direct avec les propos de Jean-François Zobrist. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour l'échange. Bonjour Jean-François, on est vraiment très heureux, très honoré d'être là avec toi. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas déjà? Il faut que vous compreniez comment je fonctionne. De formation, je suis métallurgiste et métallurgiste. Mais un bon métallurgiste. À 35 ans, mes copains fondeurs m'avaient repéré, m'avaient mis à la commission de l'organisation européenne qui démarrait en Europe. Pour vous dire que j'étais quand même un bon métallurgiste. Hein. Mon seul vernis en management, c'est que par curiosité au CNAM, j'avais fait organisation scientifique du travail. Et là, le professeur qui était responsable qualité d'une grosse usine sidérurgique, donc quelqu'un qui travaillait, pas quelqu'un qui n'avait pas travaillé, parce que les profs, généralement, enseignent quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. Bon. Nous enseignaient Fayol, Maillot, Taylor, qui étaient parfaitement conformes à ce que souhaitait M. Ford, parce que M. Ford, sa main-d'œuvre sortait des champs, et un paysan, ça n'a pas de vue globale d'un projet. Un paysan, ça laboure en automne, ça sème en hiver et ça récolte en été. On ne pouvait pas dire à les paysans, fassent une voiture. Donc Fayol dit, bon, et Mayol dit, alors Fayol c'est un ingénieur et Mayol c'est un psychologue australien qui a fait toute sa carrière en Angleterre. Ils disent, on fixe un objectif à l'entreprise, on divise l'objectif individuel, et par des procédures et des modes opératoires, on impose un comment faire à chacun. Et on mesure l'écart entre ce que les gens ont fait et ce qu'il fallait faire et on sanctionne. Et Taylor, en même temps, en disant, il faut morceler le travail en tâches élémentaires qu'un gorille intelligent puisse faire. Parfaitement adapté à des paysans. Ça a été très bien pendant 50 ans. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que là, c'est créé une caste qui n'existait pas avant. Avant, tout le monde, le cueilleur, le chasseur, le truc, était productif. Là, on a créé une caste de gens qui fixent des objectifs, qui contrôlent, etc., qui ne créent aucune valeur. Imaginez une usine, il y aurait que ces gens-là. Ça ne marcherait pas. Alors que nous, on a prouvé que des ouvriers qui sont totalement autonomes, ça marche très bien. Une usine où il n'y aurait que des patrons. Imaginez le truc. Et c'est cette caste-là qui a pris le pouvoir. Et cette caste-là qui est la plus considérée. C'est paradoxal, ce truc-là. Déjà, moi, qui suis un être de bon sens, c'est un truc choquant, c'est ça. La première révolution, ça a été, moi, c'est en 66, incidemment, je crois que c'est pas un article du Monde. Je découvre que le Japon est deuxième puissance mondiale. Et là, je m'interroge, parce que je savais, par mon service militaire, qu'ils avaient pris 600 000 tonnes de bombes sur la gueule, dans 2 mots atomiques. Je me renseigne comme je peux, je découvre qu'ils n'ont aucune matière première, pas de pétrole, rien. Et puis, bêtement, je regarde une carte et je vois le Japon, les États-Unis. Et je vois que le Japon, c'est la moitié du Texas. Et je me dis que moi, ce pays qui n'a rien, qui est tout petit, peut être deuxième puissance mondiale. Et je fais une veille comme je peux. Alors, en vrac, hein, je découvre Matsushita. Matsushita qui disait, l'Occident va perdre parce qu'il s'adresse aux mains des salariés, nous allons gagner parce qu'on s'adresse à leur cœur et à leur cerveau. Il y a Kawakita, il dit, aucun problème n'a de solution unique parfaite. Déjà, la solution parfaite d'un problème, c'est la somme des solutions imparfaites mises en place, l'action. C'est pas chercher en permanence. Hein. Mise en place celui qui fait. Parce que c'est celui qui fait qui sait. Ça, c'est primordial. Hein. Mise en place celui qui fait, gros message, ça. Je découvre le Kaizen. Kai, performance, progrès. Zen, bonheur, bien-être. La performance par le bonheur. On est loin de Fayol et Maillot, hein, d'accord? Ono, c'est le gars qui a fait le système Toyota. Toyota, qui rapidement a été le premier constructeur au monde. Hein. Le Japon, les États-Unis, marché intérieur nul. Hein. Et Ono, sa règle, c'était simple, c'est on pilote l'usine avec les yeux, pas avec les réunions, pas avec le reporting, pas avec les tableaux de bord, avec les yeux. Ça veut dire qu'il sortait.
C'est-à-dire qu'il allait voir par respect celui qui fait. Alors il y a un effet miroir. Les Italiens disent l'occhio del patrone fa ingrasciare il cavallo. L'œil du patron fait grossir le cheval. Le seul fait d'aller voir les ouvriers fait qu'ils redressaient la tête et qu'ils se sentaient considérés et que la productivité augmentait. Hein. Je découvre tout ça. 70, avec le syndicat des fondeurs qui était particulièrement dynamique, j'en fais organiser un voyage au Japon. On était 4 patrons. Hein. Et là, je découvre 4 choses fondamentales. La première, quality control, qui venait du Japon. On a traduit ça par contrôle par la qualité. Hein. Or, je découvre là-bas qu'en fait, les outils, le SMED, le Kanban, le TPM, les AMDEC, tous les outils japonais, sont des outils de maîtrise qu'on met à disposition de l'ouvrier pour qu'il règle lui-même sa machine. C'est-à-dire que les outils qualité, c'est entre la machine, l'ouvrier et sa machine. Le TRG, c'est l'ouvrier qui le calcule. Alors qu'en France, on a fait des moyens de TRG par atelier, Non, c'est pas ça. Je découvre ce truc-là qui est fondamental. C'est une des raisons pour laquelle, dès que j'ai été patron, j'envoyais tous les 2 ans 30 ouvriers au Japon. Je découvre aussi qu'ils n'ont qu'un seul indicateur. Le nombre de pièces bonnes pour avoir payé. Et ça, nous, j'ai toujours les coûts. Les indicateurs, c'est baisser les coûts. Hein, baisser les coûts, il faut attendre que la structure fasse le calcul. Or, les coûts, on leur fait dire ce qu'on veut. Rien que par la clé de répartition des frais fixes dans les frais variables sur les machines dans un atelier, on peut changer le coût horaire d'une machine de 50% par rapport à une autre, en fonction de l'intérêt de celui qui fait les coûts. Alors que le nombre de pièces bonnes par avoir payé chaque heure, l'ouvrier, s'il est convaincu qu'il doit faire 10 pièces en plus, il les voit dans la benne. S'il fait que 8, il va se poser des questions. S'il fait 12, il va s'interroger. Hein. Là, on change la structure. Tu vois. Nous, on était jusqu'à 700 personnes. On a fourni Tesla. On a raflé tous les grands prix qualité que vous pouvez imaginer, sans service qualité. Hein. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose que je découvre au Japon, c'est qu'au Japon, on ne parle jamais de dépenser moins. On parle toujours de faire plus. Et ils m'ont expliqué que c'est une île, le Japon. Et les îles, c'est très fragile. Il y a des famines. Quand on est sujet à famine, on ne pense jamais à faire du riz moins cher. On cherche toujours à faire plus de riz, cerveau reptilien. Riz moins cher, cerveau frontal. Le reptilien, c'est l'instinct de conservation, c'est l'instinct le plus puissant de l'homme. Une entreprise dite libérée, parce qu'on ne libère pas tout le monde, on libère les ouvriers des contraintes de la structure. C'est de remettre la structure dans la boîte productive. Hein. Nous, quand on était 700, on avait 15 commerciaux. Hein. Là où nos confrères dans l'automobile, pour faire rond, on avait un directeur commercial qui bouffait 30% de leur temps en réunion à la con ou un truc et machin, un pour la France, un pour l'export. Nous, on en avait 15 qui faisaient tout, qui prospectaient, qui faisaient les gars eux-mêmes, qui étaient chefs de projet, qui avaient leur bureau mieux les machines, pour être responsable même de la fabrication. À la fin, on a fini à 700, on avait 10 administratifs et 2 informaticiens, tout ce qu'on avait. Tout ça, c'était fait par les ouvriers, parce qu'ils savent parfaitement le faire, les ouvriers. Et il y a eu une révolution, et ça, on ne l'a pas vu venir, cette révolution. C'est le web. À partir de 2000, est arrivé le web. Jusqu'à présent, le gars qui ne savait pas quelque chose, avant l'invention de l'imprimerie, il fallait qu'il trouve la personne qui savait, que la personne veut bien lui dire. Après l'imprimerie, il fallait trouver la bibliothèque, etc. Là, n'importe qui a accès directement à la réponse. Un truc qui m'a frappé, j'ai des petites filles brillantes, elle avait 7-8 ans. Elle jouait avec une tablette, que j'avais une tablette, un iPad quelconque. Et puis il y avait un crocodile. Et je lui dis, mais attends, non, il en a des dents en crocodile. À 7-8 ans, hein. 10 minutes après, elle revient, elle dit, papy, il a jusqu'à 2500 dents. Je dis, non, ma puce, c'est pas possible ça. Si, parce qu'il a 80 dents, mais il les perd 300 fois dans sa vie. Va trouver ce renseignement, toi, avant le web. Donc, toute cette génération-là, elle veut savoir pourquoi on fait les choses, et quand je leur foutre leur paix sur le comment. Jusqu'à présent, on dictait le comment, on contrôlait par rapport au comment, etc., etc. Hein. Comment on a fait notre évolution en 83, inconsciemment, j'y reviendrai. C'est par bon sens. Nous, à partir du 1er janvier 84, on n'a plus jamais augmenté les prix de vente. Plus jamais. C'était pour que les clients nous aiment. Et il s'avère qu'à partir de 90, il fallait les baisser. Quand j'allais pour les gros marchés, pas pour c'est les commerciaux qui allaient, quand j'allais pour les gros marchés négocier les baisses de prix, je prenais toujours avec moi 2 ouvriers, une ouvrière d'usinage et un fondeur. Quand l'acheteur, déjà un peu déstabilisé de voir que je venais avec des ouvriers, il commençait à dire, bon, si vous ne donnez pas 5%, je vais en Turquie, c'est eux qui disaient, enfin, monsieur, vous avez des enfants, vous? Il y a 7 familles qui vivent de ces pièces-là, monsieur. Qu'est-ce qu'ils feront, vos enfants, s'il n'y a plus de trucs là? C'est eux qui négociaient. Le mec perd des pieds en face. Hein. Moi, je ne me mêlais rien du tout. Hein.
Et à la fin, il finissait par baisser à 3%. C'est sûrement ce qu'on lui demandait. À 3%, il demandait 5 pour une prime, je crois. Hein, bon. Mais ce n'est pas ça qui est important. C'est qu'en rentrant dans l'usine, c'est eux qui disaient à leurs copains, si on ne fait pas 345 pièces à l'heure, ce salaud, il se fout de cette famille. Ils savaient pourquoi. Par contre, ils décidaient de leurs horaires, ils décidaient qui dans quelle équipe, ils décidaient de leurs congés, ils décidaient de leurs investissements, ils décidaient qui était le chef, ils cooptaient un des leurs qui était le leader. Et le leader était important, c'est lui qui décidait l'augmentation de ses copains, parce qu'il n'y a pas de service du personnel. Et il y avait un commercial à plein temps dans chaque mini-usine, mais le commercial faisait tout, le prospectif, faisait des gammes, il n'avait pas d'objectif. Donc voilà, je vous passe ce truc-là pour comprendre un petit peu l'évolution du monde. Et alors, je fais beaucoup de conférences. Hein. Récemment, j'ai fait Deloitte. Le problème de Deloitte, c'est que, vous connaissez Deloitte ou non, c'est une société. Bon. C'est que les jeunes, il y aura 1 an ou 2, puis ils se cassent. Je dis, ben, parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Mettez-les dans le pourquoi et foutez-les sur la baie sur le comment. Arrêtez les objectifs de merde. Qu'est-ce que vous voulez faire comme objectif? Qui avait prévu Poutine? Qui avait prévu le Covid, la Covid? Qui peut prévoir ce que Poutine va faire? Etc. Arrêtez ces conneries-là. On n'a plus les moyens de ces jeux de rôle. Alors, le mot jeu de rôle, comment c'est m'est venu? Il y a très longtemps. Je fais une conférence, parce qu'on avait fait des conférences de Singapour, j'en ai fait porte de conférences, à des patrons. Et puis, je leur dis que rien n'est prévisible. Et puis, il y avait 3 banquiers qui étaient, c'était une table en U, je me rappelle, ça dans U, qui commencent à soliloquer. Donc, c'est vu le coup du rouble, on ne l'a pas vu venir, hein. Le coup du yen, on ne l'a pas vu venir, le coup du... Bon, bref. Puis un patron dit, tu te fous de ma gueule, là? Je dis que tu ne vois rien venir, tu me demandes un business plan à 10 ans pour me prêter 4 sous. Mouvement de flottement chez les banquiers, puis il y en a un qui dit, oui, mais non, mais ça n'a rien à voir avec la réalité, c'est comme le Monopoly, c'est un jeu de rôle. D'ailleurs, souvent, c'est nous qui faisons le business plan de nos clients. Là, je suis en train de faire le business plan d'une grosse confiserie, je ne connais rien au bonbon, moi. Les jeux de rôle, c'est ce qu'a inventé la structure pour prouver qu'ils étaient indispensables pendant les Trente Glorieuses, alors qu'ils ne servent à rien. Nous, on s'en rend compte parfaitement. Hein. Donc, tu es bien entendu connu pour Favie, hein, que tu as transformé en entreprise libérée et qui, à nous et à beaucoup de personnes, sert d'inspiration. Tu as démontré qu'une approche profondément humaniste du monde professionnel, c'était non seulement possible, mais c'était également rentable. Plus rentable encore que de mettre les processus et les outils avant les personnes et leurs interactions. Est-ce que tu pourrais nous partager quelques exemples concrets, emblématiques de cette approche? 65, je commence à travailler. 70, on achète Favie. 70 à 83, je vais à Favie comme métallurgiste 1 à 2 fois par mois pour mettre au point des alliages, des trucs et des machins. Et je sympathise avec des gars qui avaient mon âge. 83, le directeur de l'usine s'en va, le patron me dit, je te donne la direction générale. Alors un patron exceptionnel, Max Rousseau, 30 sociétés, 12 000 salariés, il jugeait les hommes et pas leurs idées. Moi, il avait 51 ans, il m'a jugé 21 ans. Parfois, j'ai des trucs, c'est une connerie ton truc. Maintenant, parce que maintenant, tu es sur le terrain, si tu y crois, fais-le. Hein, ça, c'est une condition principale. Il faut que le patron soit libre. Soit qu'il est propriétaire, etc. 83, il me retrouve patron de Favie. Alors, le patron d'avant, qui était un patron classique, ingénieur, il avait sa vitre en hauteur, il était à l'étage, il faisait toute sa vitre, réunion. Moi, j'arrive, je fais meurer la fenêtre, réunion 4, je dis au cadre, il n'y a plus de réunion, je tournais dans l'usine tous les jours. Alors, je connaissais tout le monde, parce que quand je venais de 70 à 83, qu'ils étaient en réunion, moi, j'ai discuté avec les ouvriers, parce que je suis un bavard. Puis moi, je me suis construit, j'ai encore 8 motos, je construis 2 avions, je suis manuel. Donc, je connaissais leurs machines, je connaissais leurs enfants, je connaissais tous les ouvriers. Quoi. Et c'est parce que je tournais dans l'usine tous les jours que j'ai vu qu'un matin, il y a Marie-Hélène, elle s'appelait, une ouvrière qui arrivait en retard, toute paniquée. Je trouve que le hasard, j'étais entre le vestiaire des dames et la pointeuse. Hein. Ben, je dis, qu'est-ce que vous arrive? Ben, je suis en retard. Pourquoi? Ben, ma fille avait de la fièvre, j'attendais le médecin. Ben, alors, pour me mettre dans cet état? Ben, si, parce que la deuxième fois qu'elle a de la fièvre. Non, que je suis en retard. Et alors? Et elle m'apprend, quand on est en retard la deuxième fois, on rajoute un quart d'heure au temps de retard. Je vois un câble qui passe, je dis, attends, arrête l'usine. Tout le monde dans cette expédition. Je monte sur un tas de palais, je dis, mais vous n'êtes pas payé pour un horaire, putain. On sanctionne une maman qui a un enfant malade. Vous êtes payé pour l'amour du client. Si le client aime vos pièces, on peut rester dans le village pour nos enfants. C'est ça le but. Et je dis au service d'entretien, démontez-moi les horloges, démontez-moi les pointeuses, les sonneries, tout. Et puis descendez-moi le Telex. Il n'y avait qu'un Telex à l'époque. Il était dans un petit bureau qui s'appelait administration commerciale. Je ne sais pas ce qu'il foutait là-dedans. Il mettait 3 jours à descendre les commandes. Si vous mettez le Telex, on met des machines. Hein. Puis vous ouvrez tous les matins. Vous regarderez ce qu'il y a à faire. En fonction de ce qu'il y a à faire, vous ferez votre horaire. S'il n'y a pas de boulot, restez chez vous. S'il y a du boulot, faites 45 heures en moyenne. Ça a été la première révolution.
parce que j'ai pu faire apparaître le client. Et à ce moment-là, j'ai dit, il faut que j'aille plus loin avec le client. Parce qu'avant, on faisait un horaire, le client, on ne connaissait pas. Hein. Et c'est là que j'invente la devise. Pas pour le client. Et c'est là que je dis au BE, faites un blason. Hein. Mettez-moi à la louche d'un truc. Et c'est un jury de dames qui a choisi le blason. C'est notre blason. D'accord? Puis là, je commence à trouver des valeurs, mais liées aux clients qui sont derrière, la bonne foi. Vous avez vu le client. Et il y a un problème, on va voir le client. On dit au client, bonne volonté, vous avez vu le client. Hein, et quand il est 6 heures, si le camion n'est pas chargé, on reste plus longtemps. La deuxième étape, incidemment, je découvre qu'il y a une prime de chaleur en fonderie. Par exemple, un cas, je dis, attends, on arrête les conneries, je monte sur mon tas de palais, je leur dis, vous vous rendez compte, on vous prend pour des cons. C'est pas parce qu'on donne l'argent qu'il fait moins chaud. C'est ridicule. Et on débat toute la matinée. Je vous passe les détails. Et on convient de prendre ce que chacun, depuis 2 ans, on le met dans le salaire et on n'en parle plus. Même moi. Et avant de partir à midi, je dis, on se revoit cet après-midi. Parce que je voudrais qu'on trouve un système de primes unique. Et je leur explique ce qu'est le cash flow. Le cash flow, c'est le résultat de l'effort collectif avant les magouilles illégales qu'on appelle les provisions et les amortissements. C'est ce qu'on a vraiment gagné. Et je leur dis, on va prendre une part de cette part-là, à condition qu'on fasse au moins 10% de cash flow. À l'époque, on tournait à 2-3%. Parce que je disais, il faut d'abord que Favi vive. Et je fixe pour que Favi vive 10%. D'accord ? Tout ce qui est au-dessus, ça sera pour nous, hein, en pourcentage. Alors, c'est la règle du jeu. S'il y a 9,99, il n'y aura pas prime. S'il y a 10,0, il y aura prime. Dès le lendemain, les cadences montent de 30%. Parce que quand on a fini la réunion, on vote. À chaque fois, c'est voté. Qui vote contre, pas qui vote pour. Hein. Alors, il y a un cadre ou deux qui ont levé la main timidement. Et après, les cadres m'ont dit, mes copains, on va se tutoyer. J'ai dit, putain, mais tu te rends compte, on va supprimer les primes, les objectifs. C'est le bordel. Mais j'attends, c'est le bon sens. On ne peut pas continuer à donner des primes de chaleur. C'est de la connerie, ce truc-là. Dès le lendemain, les cadences montent de 30%. Et c'est peut-être que 3 semaines après, dans mes tours d'usine, il y avait les dames qui étaient rassemblées pour la pause casse-croûte. Et il y avait Madame Noël, qui était une dame qui n'était pas loin de la retraite. J'aime bien les gens pas loin de la retraite parce qu'ils se sentent plus libres. J'ai dit, Madame Noël, on ne comprend pas. Vous aviez jusqu'à 20% de primes parfois. On se met les primes dans le salaire, les cadences sont montées de 30%. Oui, monsieur, il y a un geste qui est la journée à passer. Je prends ça dans les dents. J'ai écouté Madame Noël, un geste qui est de la journée à passer. Oui, monsieur, c'est moins fatigant de faire ça que de faire ça. Bah, vous ne le faisiez pas avant. Bah, monsieur, réfléchissez. On n'aura plus jamais de prime. Alors, il fallait qu'on compte. Alors, elle me dit, venez voir. On va sur la machine. Vous voyez où sont les compteurs, monsieur? Ils sont derrière. On n'a pas le droit d'aller les voir, sous peine de sanction. Il fallait qu'on compte dans notre tête pour ne pas dépasser le quota. Bon, c'est facile à dire comme ça, monsieur. Mais quand la benne est pleine, il faut changer la benne. Il fallait décompter le temps. Donc, on avait le système de calepin, de trucs et de machin. Et je vous fais un aveu, monsieur. Quand on oublie de compter, on mettait la machine en panne. Et alors, ça, c'est la deuxième règle du Kaizen. La première règle du Kaizen, c'est celui qui fait qui sait. La deuxième règle du Kaizen, c'est le confort et productif. Fous la paix aux gens, c'est physiologiquement moins fatigant de faire ça que de faire ça. C'est con comme truc. Hein. Mais si, même moi, qui suis un brave type, j'avais fait un groupe de travail avec des cadres en disant on va supprimer les primes et les objectifs, je n'aurais pas imaginé que ça pourrait monter de 30%. C'est inimaginable. J'en reviens là-dessus. C'est le triomphe du bon sens. C'est le bon sens que j'ai fait sur la logique. La logique, alors après, on a défini un objectif. Alors, on a tous le même objectif. Chaque jour, faire plus et mieux. Hein, chaque jour, pas business plan. Hein, chaque jour, faire plus et mieux pour mon client. Alors, le client interne, le client du fondeur, c'est de l'usinage. Le client de l'usinage, c'est de l'assemblage. Hein, chaque jour, qu'est-ce que je peux faire de plus et mieux pour mon client et toute l'usine pour le client final. Chaque jour, plus et mieux pour mon client, pour rester dans mon village. Alors, à l'époque, c'était pour donner le travail à mes enfants. On a mis ça dans le respect de la terre de nos enfants pour être à la mode. Quoi. Mais là, vous avez toute notre philosophie. Le but, c'est rester en village pour nos enfants. Le moyen, c'est l'amour du client. D'accord ? Et on fait ça quotidiennement. Jean-François, la transformation de Favi, ça s'est sûrement pas fait en un jour, hein, mais par petits pas. Chez Favi, vous avez expérimenté, testé des choses, toujours justement en faisant attention de rester dans le concret et surtout en appliquant cette maxime, hein, c'est celui qui fait qui sait. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette approche, de cette conduite du changement assez naturel que tu as eu? Alors, ça s'est pas fait en un jour. Non, ça s'est fait en un an. Mais ça s'est fait au gré des circonstances. Shiba. Soji Shiba, c'est le grand maître de l'innovation. Juste après-guerre, à Kyoto, il a développé des matrices d'innovation. Les Ricains le repèrent, le balance, lui propose d'aller à Boston, au MIT, où il a été professeur pendant 30 ans. Shiba, qu'est-ce qu'il apprend? Il dit innover, c'est trouver quelque chose qu'on n'a pas cherché.
Contrairement à la recherche, quand on recherche, on trouve ce qu'on cherche. Il faut sortir de son bureau. Et le hasard va créer des circonstances. Et chaque circonstance sera comme une pierre du guet d'une action. Hein. Et il n'y a que quand tu as sur la première pierre du guet qu'il y aura la deuxième pierre du guet. Et de pierre du guet en pierre du guet, tu traverseras plus vite que si tu fais un pont. Plus le changement, on l'initie, on l'accompagne, mais on ne fixe pas le but. Hein, c'est le changement qui vous amène là où vous devez arriver. Première pierre du guet, suppression des pointages. Deuxième pierre du guet, suppression des primes. Troisième pierre du guet, je discute avec une dame, Eliane, une ouvrière, puis je me dis, putain, je vous vois là, vous êtes toujours sur la même machine. Et longtemps, vous faites ces pièces-là? Ben, 4 ans, monsieur. Et puis 4 ans, c'est pas régler votre machine? Ben si. Et c'est pas contrôler vos pièces? Ben si. Pourquoi le faites pas? Ben parce que le chef de ligne contrôle la règle. Ça, c'est mon problème. C'est une quinzaine, je l'ai réuni. Je dis, vous savez le faire? Oui. Vous avez envie de le faire? Oui. Puis je me dis, si je laisse le contrôle d'expédition, ils vont tout faire pour bloquer les pièces, parce que ça va être leur tour. Et je leur dis, si je supprime les contrôles d'expédition pour vos pièces, faites-nous confiance. Et je fais le tour de l'usine, et quasiment tout le monde savait faire. Ceux qui ne savaient pas faire, j'avais pris 2 personnes avant, je leur disais, bon, peut-être c'est parrain ou c'est marraine, hein, c'est vous qui contrôlerez les pièces, etc. Ça a été la révolution. On n'a plus jamais eu de problème qualité. On a raflé tous les grands prix qualité. Alors, loi de Pierre de Taguchi, avec les ouvriers, on est au plus proche du nominal. Avec la structure, on est au plus proche de la limite de tolérance. Loi de Pierre de Taguchi, le coût croît comme le carré de la distance au nominal. La structure vous met toujours au coût maximum. Les ouvriers se mettent au coût. C'est pour ça que le cash flow va grimper. Le cash flow, très vite, les ouvriers ont 18 mois de salaire avec mes conneries. Dernière pierre du guet, il y en a eu 4. On s'est dit avec mes copains car ça serait pas mal de faire une entité de rattacher à chaque client. Et le Peugeot commence à se développer, on fait une usine, je le qualifie une usine Peugeot. Je prends 30 volontaires, moitié hommes, moitié femmes, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais fait comme ça. 30 volontaires. Et le jour J, on met les machines en ligne, je leur dis voilà le lingot, voilà le camion. C'est même vous qui chargez le camion, il n'y a plus de charisme, d'accord? Contrôlez, faites comme vous voulez, mais il faut que Peugeot nous aime. Si Peugeot nous aime, hein, on est les rois du pétrole. S'ils ne nous aiment pas, on est mal barré puisqu'on a investi. Mais dès le lendemain, ils me disent mais c'est bien, mais ça serait bien qu'il y ait quelqu'un qui organise. Puis on a parlé entre nous, Bernard, il serait d'accord. Ancien ouvrier agricole, Bernard. Mais je dis ok, on va l'appeler le leader. D'accord? Donc c'est un ouvrier, mais qui organise. Et ça me donne l'idée, je prends un commercial qui commence, c'est parce que le diable est avec l'éclosion, dit le japonais. Quand vous avez un commercial, un gars qui fait les gammes, un gars qui prospecte, il y a des cloisons. Hein, parce que les achats achètent moins cher que ce qu'on a prévu, parce qu'il a une prime, etc. etc. Quand vous mettez tout dans une tête, moi j'ai amené tous les 4, en disant ou on multiplie les réunions, ou vous échangez les savoirs pour tout faire. Et je suis d'avis que vous mettiez votre bureau au milieu des machines, vous serez même responsable de la fabrication. Hein. Et ça c'est fait comme ça. Donc on a mis un commercial. Donc ça c'est la 4e pierre du guet, où les ouvriers sont en prise directe avec le client. Pour résumer la philosophie des Japonais, c'est si tu veux faire traverser la rivière du changement à ta troupe, fais-les rêver sur la beauté de notre vie, putain. Hein. Et récemment, il y a un patron qui me dit, je suis emmerdé parce que je suis un groupe américain, on veut qu'on fasse du lean. Ça ne prend pas. Je dis, putain, 6 petites vitrines. Oh, bah, si on était vitrine du groupe, ça serait. Je dis, voilà, vends ça. Et tu commences à faire des voyages, sortir tes ouvriers, où ils voient des usines qui font déjà le lean, par exemple. Et fais en sorte que ce soit tes ouvriers qui te demandent à faire du lean. Mais vends la vitrine. Vends le lean comme un moyen d'être vitrine. Hein? Toujours revenir au subjectif, à l'affectif. Vous savez, quand on a mis en ligne, qu'on a fait la mini-usine, le temps de défilement qui est dans l'usine, c'est 10 jours. Avec des combines de rien du tout. En 6 mois, c'est passé 1 jour. Le lean, c'est très simple. Hein. Tu mets une machine en ligne, tu dis aux ouvriers, il faut que le client vous aime. D'accord? Démerdez-vous. Tu verras qu'en 6 mois, des trucs de rien du tout, des investissements de merde, tu passes à 1 jour. Quand tu passes à 1 jour, tu n'as plus de gestion des stocks, tu n'as plus de bennes, tu n'as plus. Le lean, c'est très simple. Hein. Alors, il y a une philosophie du lean. C'est un peu comme l'agility. Je fais pas mal de conférences dans les clubs agility. D'abord, il y a tout dans l'agility. Il y a aussi bien des contremaîtres dans ces clubs-là. Tu as aussi bien des cadres de haut niveau que des directeurs d'usine, tu as tout. C'est pas mal. Et je leur propose surtout un outil, c'est l'effet de niche, je vous m'avez ça. Le management, c'est l'action. Le management, c'est pas la parlotte. Le management, c'est l'action. Parce que l'action, on voit tout de suite si ça marche ou ça marche pas. L'effet de niche, Jean-Christian Fauvet, que je recommande à chaque fois, parce que même un chef d'équipe de 10 personnes peut l'utiliser, comme la patronne de toutes les gares de France. Hein. Donc elle peut faire ça au niveau des gares, mais il faut qu'elle fasse un système où chaque gare puisse
chacun puisse trouver sa propre démarche. Mais retenez ça, hein. Le management, c'est pas le gratin, hein. C'est l'action. Quand tu fais, tu vois si ça marche, ça marche pas. Hein. Et puis, surtout, c'est l'action par celui qui fait, par celui qui fait, qui sait, c'est pas... Il faut arrêter ce truc-là. Les ouvriers nous payent pour décider. Eux, ils croient qu'ils nous payent pour prévoir l'avenir. On ne peut pas prévoir l'avenir. Un patron, ça dit oui, ça dit non parce que, ou ça dit je ne sais pas, dites-moi ce qu'il faut faire. Mais ça dit qu'on en reparle, on va faire une réunion, hein, faites-moi un rapport. Hein. Les patrons ont peur d'agir. Tout le monde a peur d'agir. Alors, la vie, c'est l'action. Retenez ça, hein. On faisait 20 à 25% de cash flow pendant 30 ans sans structure. Et le cash flow, ça n'a jamais été le but. J'ai fait beaucoup de conférences dans les assemblées générales de gens de commerce. Vous avez 200 patrons, là. Vous dites, qui parmi vous a plus de 10 indicateurs à son tableau de bord? Il y a toutes les mains qui se lèvent. Oh, moi. Qui parmi vous fait un compte d'exploitation, pas avant le 15 du mois, parce qu'avant il est faux, hein, pour que se relève son cash flow? Tous les mois. Tu as 3% des mains qui se lèvent. Les mecs ne savent pas s'ils gagnent de l'argent, mais ils les ratent, le truc, le machin, parce qu'ils sont... Ça les occupe. Ça les occupe. Une des valeurs fondamentales de Favi, c'est bien sûr l'amour du client. Dans les équipes et dans les entreprises que nous, on accompagne, eh ben, souvent le client ou l'utilisateur, ben, il est souvent absent. C'est un non-sens complet. Et la présence justement de clients ou d'utilisateurs, ça change tout en termes de sens et d'implication. Donc selon toi, ben, comment ça se fait qu'on puisse ainsi oublier le plus important finalement? Alors, ça aussi, l'affectif et le subjectif. Il faut parler de l'amour du client, ça qu'on comprend. Hein. Alors, je finis avec les Japonais. Tu veux faire traverser la rivière du changement à ta troupe. Fais-les rêver sur la beauté de l'autre ville. Quand tout le monde veut traverser, ne fais pas un pont, parce que tu arriveras là où tu as décidé d'arriver. Or, le changement, tu l'accompagnes, c'est lui qui décide de t'amener là où tu dois aller. Laisse des songes au hasard. Fais comme Newton, qui est sorti. Newton, grand mathématicien, qui a fait des traités sur les nombres infinis en petit, sur l'optique, sur l'acoustique. Il est sorti, il a pris une pomme sur la tête. Et s'est dit pourquoi le dommage s'attire. Darwin, plus fort Darwin. Darwin, fils de pasteur, voulant être pasteur, qui était convaincu, parce qu'un autre pasteur en 1600 quelque chose avait lu toutes les Saintes Écritures. Hein, et dans les Saintes Écritures, on donne les dates. Hein, Adam a vécu tant d'années, etc. Il a fait le total. Et la Terre a été créée 4004 ans avant Jésus-Christ, à 10 novembre, je crois. Il a même la date. Darwin était convaincu de ça. Le roi d'Angleterre finance une campagne pour vérifier des routes maritimes qui a duré 6 ans, 5 ans. Et il trouve des eaux énormes. Elles sont où ces bêtes? Prisonniers de ces croyances, elles étaient trop grosses pour monter sur l'Arche de Noé. Ils trouvent des coquillages dans les montagnes. Puis ils trouvent des petits coraux de rien du tout, qui font des îles, puis ils sondent, ils ne trouvent pas le fond. Et là, il dit, c'est pas possible, il y a eu évolution. Il est sorti. Je n'étais pas sorti de mon bureau, moi. Il a fait comme le patron d'avant, qui regardait de sa vitre, qui sanctionnait, etc. J'aurais jamais vu les moments qui arrivent en retard. J'aurais jamais compris qu'il y avait des primes, etc. Tout ce que j'ai fait, c'est au gré des circonstances. Hein, mais immédiatement, sans réfléchir. Tout ce que tu nous partages là, ça nous paraît au final assez familier. Et pourtant, on a travaillé dans des domaines très différents de ce que tu as pu vivre chez Favi. Comment est-ce que tu l'expliques? Est-ce que c'est parce que finalement on parle avant tout d'humain et que le type de travail à faire, ça ne change pas forcément grand-chose sur ces dynamiques qu'on a entre nous, entre humains? L'homme, c'est toujours l'homme qui soit... Tu sais, on retrouve les mêmes trucs. Hein. Il faut toujours un rêve partagé. Ça, c'est l'effet de Nice. Hein. Le rêve partagé de Favi, c'est rester un village. Toutes les religions ont le même rêve partagé. Hein. Même la résurrection, la vie éternelle. C'est béton, ça, comme rêve partagé. D'accord? Il faut de valeurs limites. Hein, autrement, c'est le bordel. Hein. C'est tous les critères que tu retrouves dans le couple, dans les religions. Hein, les religions, tu as ces deux limites-là. Nous, dans les limites, c'est l'homme est bon. L'homme est bon, donc on ne contrôle rien. Tout papier de contrôle est foutu en l'air, mais immédiatement, sans réfléchir. Hein. Et l'amour du client, tout papier qui ne touche pas l'amour du client est foutu en l'air. Mais c'est des limites. Et je m'appelle à Kizagues, on faisait une intervention avec le CODIR de HSBC, je crois, à Luxembourg, une tour de 6000 salariés là-dedans, avec le CODIR. Et je leur explique que nous, nos limites, c'est l'homme est bon, l'amour du client, et que j'avais licencié un cadre parce qu'il était sorti des limites. Et je leur raconte, c'est un jeune cadre qui a bien suivi tout le cursus d'intégration. Puis un jour, en réunion, il disjoncte. Oui, j'en ai marre, avec vous, il y en a pour les ouvriers. Moi, je suis bac+5, je ne suis pas à disposition des ouvriers.
Je le reprends, je dis David, écoutez, connaissez les principes de Favy, je le reprends comme je peux, l'homme est bon, là vous êtes mauvais, votre client c'est l'ouvrier, parce que vous êtes au service qualité, en plus à l'époque il y a encore la fin du service qualité, dire ça c'est que vous n'êtes pas un critère valeur, j'essaie de le convaincre, puis j'y arrive pas. Je dis écoutez David, ce que je vous impose, c'est pas une sanction, c'est une formation. Et pour bien suivre cette formation, je vous donne 10% d'augmentation dans tes mois. D'accord ? Dès demain, vous passerez sur machine pendant 3 mois, pour rappeler ce qu'est un ouvrier. J'irai pas, laissez passer la nuit. Le lendemain, il revient, il persiste. Mis à appeler les conservateurs dehors, boum, licencié, boum. Alors, il y a un des gars du CODIR de HSBC, là, des pompes qui valaient 3 mois de salaire d'ouvrier quand on envoyait les gars, quoi. Enfin, vous allez licencier un mec pour ça. Les limites, il faut que ce soit des limites. Autrement, ce n'est pas des limites. Donc, tout ça pour dire que, quelle que soit la race, quelle que soit la religion, quelle que soit la culture, c'est un rêve partagé. Il faut des limites, il faut des signes de reconnaissance. On a le blason Favy, on a la devise Favy, bon, ça, c'est l'effet de niche. C'est tous ces trucs-là qu'on a fait consciemment et inconsciemment, parce que je connaissais déjà tout ce que j'ai fait, je l'ai fait inconsciemment, mais il y a derrière ce que j'ai appris des militaires, ce que j'ai appris de Jean-Christophe Fauvet, ce que j'ai appris de Chiba, ce que j'ai appris... C'est inconscient tout ça. Hein, c'est ce que j'appelle le background. Quoi. Le pauvre mec qui a fait HEC, qu'est-ce qu'on lui a appris? On lui a appris Fayol et Maillot, il n'y a pas de background. Ce qui est dramatique avec Isaac Getz, qui est un très bon copain, on fréquence en couple, etc., hein, il continue à apprendre le SCP, il a continué à prendre Fayol et Maillot. Bientôt, c'est la révolution. C'est complètement aberrant, ce truc-là. Qu'est-ce qu'on a vu avec Isaac Getz? Le leader libérateur, ce qu'il appelle le leader, celui qui a trouvé le mot, le leader libérateur. C'est un gars qui n'a pas fait du management, qui a peu d'ego. Mon patron voulait que ses directeurs des grosses bagnoles, moi j'avais une Audi A8, je crois. Tous les ouvriers la prenaient, l'Audi A8. Je n'ai rien à branler, mec, là. Je n'ai pas de part de parking, hein, qui n'a pas d'ego. Un jour, parce que j'ai beaucoup fait de choses dans la qualité, on me propose une rite nationale, mais instantanément, je préfère écouter. J'ai un cadre qui a commencé à 14 ans, à Favy, comme bailleur d'atelier. Puis on serait tellement plus fiers. C'est ça. Tu vois, et ça, tu le retrouves partout, ce truc-là. Après ton départ à la retraite, tout semble redevenu comme avant chez Favy. À ton avis, pourquoi? Pourquoi le système que tu as participé à mettre en place a-t-il ainsi si soudainement disparu? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Et puis surtout, quelles leçons on peut en retirer? Tant que je suis resté administrateur jusqu'à 70 ans. Tant que j'étais là, le petit-fils m'a foutu la paix. J'ai formé le petit-fils. Hein, et puis quand je suis parti, il a fait 5 ans de salaire à mon successeur que j'avais formé, qui est un gars qui était rentré comme ouvrier chez nous, qui a grandi tous les trucs, qui a fait l'ISAM, l'Institut supérieur de l'administration de management. Tu vois, il a fait CAP, BT, BTS, etc. Il a fait 5 ans de salaire, et là, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a rentré à RH. Le RH a créé un syndicat, parce qu'un RH, c'est un syndicat à l'ordre de parti, puis c'est des gens de famille. D'accord? Et il a pris un service logistique. Moyennant quoi, ils ont planté Tesla, ils ont livré Tesla en retard. Quand tu livres un Américain en retard, t'es mort. T'es mort. D'accord, hein? Mais alors, ils savent parfaitement, bon, ils bouffent du fric. Mon patron, à l'époque, me dit, écoute, quand on était 300 à l'époque, il me dit, tu me gagnes 4 fois. Moi, j'ai essayé la boîte à 100 millions de chiffre d'affaires, et on crachait à peu près 10 millions nets de dividendes. Là, entre-temps, ils sont à plus qu'à 30 millions de chiffre d'affaires, et ils sont plus que 300. Et ils bouffent 1 million par an, quoi. Mais enfin bref, tu vois. Le problème qu'il y a, c'est alors, Michel Luther, qui a 6 000 salariés, c'est pareil, il part en retraite. L'Américain qui avait son fils qui a fait Harvard, qui a fait qu'Harvard, il a appliqué ce qu'on a fait à Harvard, bon, ça se casse la gueule. Alors, souvent, on dit ça, tout repose sur un homme ou une femme. Ça a toujours été comme ça. Tout a toujours reposé sur un seul homme. Et je pense que c'est pareil dans les tribus, chez les animaux. Il y a un chef de meute. Hein, voilà, c'est comme ça. Alors, merci pour tout ça. Est-ce qu'il y a une chose dont on n'a pas encore parlé que tu aimerais partager avec l'audience de Scrum Life? L'effet de niche, sans la fiche. Quel est le rêve partagé? Même dans une équipe de 10 personnes, qu'est-ce qu'on a comme rêve partagé? Hein? Quelles sont les valeurs limites? Parce qu'il faut de valeurs limites. Alors 2, ça aussi, souvent les boîtes mettent 25 valeurs. 2, c'est un couloir. 3, c'est un cul-de-sac. 4, c'est un parc. Un parc, tu as des moutons. Hein? 2, c'est un couloir. Tu avances dans ton couloir. Alors ça méfie ça aussi. Les mecs mettent 25 valeurs, ça n'a plus de valeur. Il n'y en a que 2. Regarde la religion, tu as 2 valeurs. Hein, la religion. Toute la religion, ça a 2 valeurs. Hein. Il faut passer par l'action. D'accord? Il faut passer par le subjectif et l'affectif. Il faut que le client nous aime. Ça veut tout dire, si tu veux. Hein. Il faut faire en sorte que les gens accèdent au pourquoi des choses. Il faut qu'ils accèdent au pourquoi, qu'on leur foute la paix sur le comment. Quand on a commencé, nous, à supprimer le service qualité, il fallait sécuriser mes clients quand même. Donc tous les 15 jours, je faisais des notes. Et il y a un gars de la direction générale de Fiat qui tombe sur ses notes. Et on échangeait par téléphone. Et un jour, il me dit, j'aurais bien venir voir. Ben, je dis, venez. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, il y avait Croatia.
Il me dit, ben, dès que je pars, je vous appelle de Turin, puis on a 1 heure de Roissy, je dis, je vais aller vous chercher. 9 heures du soir, personne, moi je rentre à la maison, quoi. Et le lendemain, je vois le gars arriver avec sa valise, il me dit, ben, il m'est arrivé un truc curieux, c'est que l'avion a eu du retard, on a embarqué au dernier moment, je n'ai pas de téléphone, arrivé à Roissy, je trouve un téléphone, j'appelle, je ne sais pas, je vous appelle, enfin pour vous prévenir que je coucherai à Roissy, puis je tombe sur une dame qui me dit, mais, je dis, ben, j'avais rendez-vous avec M. Zobris, oui, mais vous êtes où? Ben, Roissy, mais où? N'importe machin, j'arrive. Puis je vois une dame arriver en bleu de travail, un Audi A8, ça m'a frappé. Puis il m'a dit, rassurez-vous, dans le bistrot, on a un bistrot dans le village, avec une chambre, j'ai vu ça, et ils vous attendent, vous dormirez là-bas. J'ai très bien dormi. C'est la femme de ménage. La femme de ménage fait les ménages, le téléphone sonne, elle décroche, elle a été Favi. Ça fait pleurer d'Aise, Jean-Christian Fauvet, cette histoire-là. Hein, et le gars me dit, mais elle a une Audi A8. Je dis, non, mais on a appris aux gens que quand c'est quelqu'un d'important, il faut prendre la pelle, ça fait plaisir. Mais elle a pris les clés où? Ben, je lui montre, on descend bas sur toutes les clés. Et dit, personne ne va les voler, tu as toutes les clés, tous les papiers. C'est que tu vois, l'entreprise livrée, ça va jusque-là. C'est-à-dire que n'importe qui, même la femme de ménage, sait qu'elle peut prendre une voiture de société. Elle sait où sont les clés et les papiers. Il faut que ça aille jusque-là, le truc. Mais on ne l'a pas fait pour ça. Ça s'est fait comme ça. Tu vois, alors, l'Audi A8, bon, les bagnoles, je m'en fous, c'est les motos. Hein. Donc l'Audi A8, la règle du jeu, c'est quand quelqu'un est en Allemagne, même les ouvriers prennent l'Audi A8 parce que tu peux rouler à 250 à l'heure avec. Et alors on a fait une règle aussi, c'est-à-dire quand il y a plus de 500 km, vous prenez l'Audi A8 parce que c'est plus fatigant. Il y a un jour, j'ai une usine, un client qui était à 503 km, avec de Chalon-sur-Saône, un truc comme ça. Il est dépanné, ils ont livré des compteurs d'eau avec l'Audi A8. Le patron de l'usine, qui était un copain que je connaissais par ailleurs par la PM, me dit, disons, c'est la classe quand même, hein, tu livres en Audi A8. Tu vois, mais ça va juste. C'était fait plaisir quand ça fait partie de la légende, tout ça. Mais c'est ça aussi l'entreprise holomorphe. Hein. Chacun, s'il faut, et l'entreprise à lui tout seul. Tu ne peux pas savoir le bonheur que tu as en tant que patron d'avoir des salariés heureux. Ça ne marcherait pas, comme tu l'expliques pour cette femme de ménage, ça ne marcherait pas si ça avait été une injonction, en fait. Si tu lui avais dit, s'il y a quelqu'un qui vous appelle, prenez la voiture, en fait, ça n'aurait peut-être pas été normal, ou elle ne l'aurait pas fait, ou elle l'aurait fait en tout cas, mais elle n'aurait peut-être même pas décroché, du coup. Mais tu sais que tous les grands progrès qu'on a faits, tout au début, quand on a voulu augmenter la productivité, quand j'ai décidé en 83 pour que les clients nous aiment, on n'augmenterait plus les prix de vente. J'ai dit ça à tout le monde, d'accord? C'est une ouvrière qui m'a dit, M. Zobris, parce que j'ai dit, il faut mettre les machines en équipe, il faut qu'on se mette en équipe. Quoi. Il m'a dit, mais monsieur, peut-être nos cerveaux, il faut mettre en équipe. C'est pas moi qui ai eu l'idée de mettre le bureau d'études en 3 équipes. Et ça a été génial, pourquoi? Parce que ça me permettait, à l'époque, le bureau d'études, c'était des planches à dessin. Mes contrôleurs, mes régleurs, je leur proposais le bureau d'études, ce qui était une promotion. D'accord? Et ils avaient 20 ans, 30 ans de connaissance de cette technique particulière qui est la fonderie par injection des âges cuivreux. Tu rentres un ingénieur là-dedans, il ne connaît rien, il va mettre 10 ans avant de comprendre le truc. Alors, quand on a démarré dans l'automobile, c'était la révolution. L'automobile, généralement, tu faisais un appel d'offres, tu avais 3 mois pour répondre. Et il y avait un pré-objectif. Et moi, j'avais dit par jeu, essayez d'être en dessous du pré-objectif. On répondait au bout d'un mois, en étant en dessous du pré-objectif. Tu penses que quand les autres arrivaient, toute la rafale arrivait 3 mois après, ils la regardaient à peine. C'est comme ça que, partant de rien, on est monté à 70% des fournisseurs en dehors du fait qu'on avait une bonne qualité, etc., de respect des délais. Hein. Bon. Mais c'est grâce à ça. Mais après, le bureau d'études, il y a du boulot. Si tu veux, comme on voulait toujours baisser les prix de vente, les boîtes de vitesse à 3 axes coûtent plus cher que les boîtes de vitesse à 2 axes. Il y a une boîte Volkswagen, on est au taquet, on ne sait plus quoi faire. Et c'est un ouvrier, un lundi matin, qui m'a montré avec des manches à balai, du carton et de la pâte à modeler, un concept totalement nouveau de fourchette intermédiaire qu'on n'avait jamais pensé. Nous. Jamais. Il n'y a qu'un ouvrier qui est à 8 heures par jour sur ces pièces-là qui pouvait penser à ça. Après, le bureau et l'usine, c'est facile entre l'idée, mais il faut le faire après, si tu veux. Ils mettaient en musée. Mais la plupart des idées de progrès qu'on a eues, c'est venu des ouvriers. Alors, ça aussi, c'est important. Quand le patron tourne dans l'usine, l'ouvrier donnera ses idées au patron. Parce qu'il y a des choses pas à se faire voler. Parce que tu as d'autres usines, parce que c'est le cas. Hein. J'ai visité d'autres usines comme ça. Moi, je ne le faisais plus avant parce que j'ai déjà donné une idée, puis après, j'ai attendu 6 mois pour la sortir. C'est le bureau d'études qui a eu la prime. On te remercie vraiment beaucoup pour ton temps. C'était vraiment super intéressant. Puis attends, alors là, j'ai aussi un collectif de sociétés conseils qui ont fait un site qui s'appelle Zobris Héritage ZH, le laboratoire. Tu verras, c'est colossal ce qu'ils ont. Ils ont mis tous les films, ils ont tous les films, monsieur. Je regarde ça, là, tu as plein de docs. Si tout ce que dit Jean-François sur le management, sur les façons de manager,
qui ne sont pas réellement nouvelles, mais qui sont différentes de ce que tu connais, de ce que tu vis. Si tout cela, ça te parle, si ça t'intéresse, si tu veux en savoir plus ou même t'y former, contacte Scrum Life. Rends-toi sur scrumlife.tv/contact et écris-nous. On est habitué à travailler avec les managers aussi bien qu'avec les équipes pour travailler sur ces nouvelles façons de manager. À nouveau, si c'est un besoin que tu as, si ça t'intéresse, eh bien écris-nous. Tu peux aussi cliquer sur ce bouton. Pour continuer de creuser le sujet des entreprises fondamentalement différentes, je t'invite à regarder cet échange avec Joe Justice, un ancien coach agile de Tesla. Elle va t'exploser le cerveau. Si tu as apprécié cette vidéo, eh bien mets le pouce vers le haut sous la vidéo et partage-la autour de toi. Je te dis à très vite. Vous êtes mes plus grands fans!